Marie. Bonjour. Tu vas bien? Super bien. Oui. Alors aujourd'hui, du coup, on se retrouve dans le cadre du SLPJ pour parler de ton livre Wicca, qui est sélectionné pour le prix libre parmi les 20 sélectionnés. Félicitations. Merci. Alors déjà, ma première question, comment tu te sens par rapport à ça? C'est ce que je racontais tout à l'heure à Céline. Je m'attendais pas du tout à ce que Wicca se retrouve déjà sélectionné dans les 124 premiers, dans la première sélection du prix. Oui. Et encore moins dans la sélection des 20 présélectionnés. Voilà. Parce que je pensais pas qu'un roman junior, donc là on ne parle même plus de jeunesse, mais de junior, un roman à partir de 9 ans, se retrouve dans un prix que moi je suis assidûment parce que je lis de l'imaginaire. Et donc c'était quand même c'était une très bonne surprise et ça m'a fait très plaisir, mais c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Ok, voilà. Donc plutôt contente. Plutôt contente, mais plutôt surprise. En fait, on va dire que la première émotion c'est quand même la surprise et après, quand on réalise que c'est vraiment en train d'arriver, beaucoup de bonheur bien sûr. Alors du coup, je te demandais aussi, ton roman s'appelle Wicca et il parle notamment de la Wicca. Et pourquoi ce thème? Alors la Wicca, donc moi je suis pas wiccaine moi-même, si c'est une partie de la question, mais c'est un mode de vie qui m'intéresse beaucoup, dans le sens où pour moi c'est vraiment une réaction à une société hyper consumériste et raciste, sexiste et en fait tous les travers de cette société ont été... c'est une réaction à tous ces travers-là. Donc une philosophie de vie, un mode de vie qui prône le respect et la bienveillance envers soi-même, les autres et la nature. Et je pense que on est dans un tournant en fait philosophique, éthique et politique qui remet en avant en fait le respect et la bienveillance. Je prends souvent l'exemple de la télé-réalité, du divertissement de télé-réalité où pendant un très long moment on a eu des émissions qui tournaient en ridicule, qui s'articulaient autour de la méchanceté. On pensait que l'humour, en fait, on riait du malheur des autres. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, dans cet exemple-là en particulier, on voit un changement drastique, on se rend compte que ça ne fait plus rire, que en fait, plutôt que les auditeurs sont plus amenés à consommer du divertissement qui leur fait du bien, donc bienveillant et respectueux. Donc je pense que c'est un autre exemple, c'est vraiment deux syndromes de cette révolution qui est en train de s'opérer, mais vraiment dans un bouleversement de notre société qui est en train de complètement vaciller, mais dans le bon sens. Et donc voilà, c'est pour ça que pour moi la Wicca est aussi importante, parce qu'on peut en fait ne pas du tout la pratiquer, on peut ne pas croire, on peut l'observer de loin ou ne pas la connaître, mais en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces valeurs et voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Et justement, pour mieux connaître ces valeurs de la Wicca, pour construire ton roman, est-ce que tu as dû faire beaucoup de recherches ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà appréhendé précédemment? Je pense que il y a eu beaucoup d'instinct au début, parce que finalement c'est quelque chose de très naturel. La Wicca c'est une philosophie de vie, une magie naturelle qui remet au centre en fait l'humain, l'émotion et la connexion, donc par exemple l'empathie et la connexion envers les gens. Je pense que c'est surtout cet aspect-là moi qui m'est venu assez naturellement parce que c'est quelque chose, ce sont des valeurs que j'essaie de pratiquer en dehors de toute forme de religion ou de croyance. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont venues assez instinctivement dans l'écriture du roman. Et après, j'ai quand même beaucoup lu Scott Cunningham, donc Wicca, le guide de la magie bienveillante.
Et j'ai beaucoup suivi les réseaux sociaux de sorcières mécanes de ma connaissance. Et voilà, je pense que c'était... En fait, moi j'ai l'habitude d'écrire des romans historiques où pour le coup je fais beaucoup de recherches pour Orphée Fabula. Il y a une grosse phase de recherche documentaire où je recherche des archives quand j'en ai. Quand ce sont des traditions orales, c'est plus difficile, mais on retrouve toujours en fait des éléments du patrimoine culturel, des objets matériels, etc. Alors que pour mes recherches pour la Wicca, en fait, c'était plus une recherche vers les gens et pas vers les objets. Voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut vivre la magie? Comment est-ce qu'aujourd'hui on a envie de réenchanter un monde qui est complètement qui a sombré dans une décadence, dans une sorte de noirceur en fait. On a envie de sortir de ce modèle-là et comment aujourd'hui on peut se réapproprier des éléments qui nous viennent instinctivement et naturellement. Donc voilà, plus ça. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout à fait, ça répond à ma question. Et justement, tu parles un peu des gens, de l'importance des gens, on va parler de tes personnages, et surtout de Avril et Octobre. Dans le livre, j'ai trouvé très impressionnant parce que Octobre est un garçon et c'est quand même lui qui est dans l'intériorité et dans l'émotion, alors qu'Avril est une jeune fille et c'est elle qui va être dans l'action et beaucoup plus peut-être forte entre guillemets. Est-ce que tu as eu une volonté justement de déconstruire ces clichés de la femme douce et dans l'émotion et de l'homme fort et dans l'action? Oui, je pense que tu es bien placée pour savoir que dans tous mes romans, j'essaye de mettre des réflexions féministes. Et ce qui est important pour moi, je sais que c'est pas le parti pris de tout le monde, et je respecte beaucoup les féministes que j'appelle frontales, et même les féministes brutales, dont j'admire beaucoup le combat et les valeurs et la manière déterminée dont elles exposent en fait les problématiques contemporaines. Moi, en fait, ce que je veux faire, peut-être pas dans tout mon travail, parce que peut-être qu'il y aura des œuvres plus frontales. Pour l'instant, pour la jeunesse, ce que j'essaye de faire, c'est d'amener les thématiques en douceur. Déjà, pour pas effrayer le lecteur a priori, parce que malheureusement, aujourd'hui, le mot féministe est un gros mot. Et on n'a pas envie de porter ce label, surtout quand on est un petit lecteur, une petite lectrice, peut-être, mais un petit lecteur, non. Et il y a une autre problématique dans la littérature jeunesse, c'est qu'en fait, on ne vend pas un livre à un enfant de 8 ans ou de 9 ans, on vend un livre à un parent. Et en fait, les parents sont beaucoup plus réfractaires à la pensée féministe que les enfants. Parce que les enfants, en fait, acceptent la magie du monde et le respect interpersonnel avec beaucoup de facilité. En fait, ils sont déraillés souvent par l'enseignement qu'ils reçoivent. Et c'est très fréquent de voir en salon un garçon se pencher sur mes livres et une maman ou un papa l'écarter en disant c'est pas pour ça, c'est pour les filles. Et ça c'est tragique. Mais j'imagine même pas ce que ce serait si je leur disais ah bah oui, donc mes romans sont totalement féministes, très politiques, n'hésitez pas à le faire lire à votre enfant. Je pense que non, là il y aurait un gros souci. Donc pour l'instant j'écris des romans dans lesquels le féminisme est doucement. Et c'était la volonté que j'ai eue avec Avril et Octobre, qui en fait ne sont, j'espère, pas des archétypes. Parce que finalement, on a le droit de spoiler. Comme tu veux. Pas trop. On va pas trop spoiler. Mais Avril est donc le personnage le plus déterminé de la bande et le plus fort. Elle a un caractère très fort, et elle est parfois même brutale. Et pourtant, on découvre au fil du roman que ce n'est pas forcément la plus forte. Ce n'est en fait, ce n'est pas le rock qu'on imagine qu'elle est aux premières pages du roman.
Pour moi, c'est très important aussi de déconstruire les mythes de femmes fortes. Parce qu'en fait, une femme n'est pas seulement une femme forte, c'est une femme. Donc, en nuance, avec des combats, des failles, des difficultés et une sensibilité qui est la sienne, qu'elle soit jeune ou moins jeune. Et Octobre, c'est une nuit très très. Ça s'est vraiment imposé à moi qu'il soit mon pote. Et que ce soit lui qui ait une sensibilité accrue aux émotions et une douceur de caractère. Je sais plus comment, mais c'est venu très vite. Qu'il soit plus. Il a pas une maladresse sociale, comme parfois on voit que les personnages Asperger par exemple sont plus masculins que féminins. Lui, il est pas du tout sur le spectre. Je pense que c'est important de montrer aussi que les garçons peuvent être doux et sensibles sans que ce soit lié à un syndrome. Oui, sans être inadapté en fait. Ouais, sans être inadapté, parce qu'on le voit souvent finalement dans les groupes, quand on le voit en groupe, par exemple à l'abribus ou en classe, Avril est plus dure envers les gens et donc elle est moins appréciée, alors qu'Octobre étant très doux, il est très vite, il est très vite accepté dans les groupes. C'est vrai qu'effectivement le féminisme est souvent amené avec beaucoup de subtilité dans tes romans, notamment dans Wicca. Justement, tu me parles des garçons, du public garçon. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un public masculin, d'enfants, ou alors est-ce que pour l'instant c'est quand même assez féminin? Il y en a, je peux pas en fait moi le voir. Ouais. C'est encore une fois un des défauts de l'écriture pour les enfants, c'est qu'on n'a aucune manière en fait d'avoir un retour des enfants, puisque ce sont pas eux qui sont sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que là par exemple tout à l'heure j'ai une maman qui m'a dit je comprends pas, je pensais que c'était un roman jeunesse, mais les gens dans la file ils avaient tous plus de 20 ans, donc ça me fait bizarre d'acheter ce livre pour ma fille qui a 11 ans en l'occurrence. En fait, quand on écrit pour les enfants, on a un retour très biaisé parce qu'on a les influenceurs qui ont depuis notre âge et qui ne sont pas du tout la cible, qui ont cette capacité, ou non d'ailleurs, à se mettre à la place des enfants lecteurs. On a les parents qui peuvent nous écrire des mails en retranscrivant la parole de leur enfant, mais qui est donc biaisée par la retransmission. Bien sûr. Et en fait, les enfants, on les voit que sur les salons. Et sur les salons, en fait, ils sont très timides, donc ils ne nous disent pas... soit on a les exubérants qui nous disent « Ah, j'ai adoré ton livre !» mais on n'a pas d'explication. Soit on a les très timides qui, on voit dans leurs yeux qu'ils ont adoré, et après ils vont se cacher derrière leurs parents et on n'entend pas plus parler du roman, quoi. Donc en fait, c'est un peu l'angle mort de la littérature en termes de retour critique. Oui. J'ai des garçons, j'ai des parents qui achètent pour des garçons, mais c'est un film. Des fois je me demande en fait si je devrais pas écrire des romans féministes, genrés garçons, mais du coup avec des garçons sur la couverture. C'est ça en fait le vrai problème de l'édité jeunesse à l'heure actuelle, c'est qu'en fait une couverture avec un personnage féminin central ne va pas être considérée comme un roman accessible aux garçons, parce qu'il y a un double standard dans la représentation, dans l'identification au personnage. Les filles sont considérées, là on parle de représentation, sont considérées comme pouvant s'identifier à des garçons et à des filles, mais par contre les garçons ne peuvent s'identifier qu'à des garçons. Et donc tout se joue à la couverture en fait. C'est vraiment le nerf de la guerre en été jeunesse. Quand on voit une couverture, on sait à qui le roman s'adresse. Quand on a les codes, et aussi parce que les couvertures parlent vraiment
à ce qu'il y a de plus ancré dans le patrimoine culturel d'un acheteur. Oui. Donc un livre rose, c'est mort. Ou une héroïne avec des cheveux roses. Par exemple. Et là justement par rapport à Wicca, est-ce que tu penses que comme il y a quand même un personnage masculin sur la couverture, on peut essayer d'espérer la thématique, la magie Non, Octobre a les cheveux longs sur la coupe, on pense que c'est une fille. Encore tout à l'heure, il y avait une petite fille qui regardait le roman et elle pensait que c'était Aveline sur la coupe. Ah d'accord. Ouais, donc non, ce sont des filles sur la couverture. Et oui, on est là. Effectivement, donc c'est un peu difficile. Ouais. Non, c'est fini pour ce livre, il sera pas mixte. Ouais, mais j'apprends de mes erreurs. Justement, c'est intéressant par rapport à l'illustration, par rapport au processus de l'illustration. Est-ce que toi, tu es en contact vraiment direct avec les illustratrices avec lesquelles tu travailles? Est-ce que tu donnes vraiment ton avis ou est-ce que tu donnes des directives et puis ensuite elles font leur propre travail? Non, j'ai la chance de... En fait, c'est une vraie chance. Je sais que c'est pas le cas dans toutes les maisons d'édition. J'ai la chance d'être dans une maison d'édition qui me laisse... qui me donne une voix. Qui me donne voix au chapitre. C'était le cas sur Orphea, alors que c'était mon premier roman. Donc je pense que ça, c'est vraiment une expérience unique. Patty avait fait des essais pour le personnage et je l'ai trouvé très traditionnel. C'était un trait qui était très beau, j'adore ce que fait Patty, mais pour ce titre qui est haut en couleur et qui est en fait écrit comme un dessin animé, moi c'était très traditionnel. Peut-être que c'était parce que c'était décrayonné, mais c'était l'impression que j'en avais. Et je l'ai dit à Manon, donc mon éditrice, je lui ai dit ce que j'en pensais, et elle m'a dit trop tard, on a signé l'illustratrice, donc j'ai dit d'accord, pas de souci. Par contre, sur son Instagram, voilà un élément qu'elle a dessiné qui me semble être parfait. Donc tu peux voir avec elle si elle serait partante pour refaire le personnage d'Orphea dans ses codes. Et là, c'était le coup de foudre, même en crayonné. Pour moi, c'était l'essence même du personnage. Et on s'est mis tout de suite d'accord. Et par la suite, j'ai beaucoup plus parlé avec Patty en direct. Et pour tous mes romans, en fait, que ce soit Orphea ou Wicca, j'ai créé des tableaux Pinterest secrets. Où mes éditrices et les illustratrices, puisque sur Wicca, on a quand même Madame Bucciarelli qui est designeuse de couverture, qui a fait tous les éléments du background de la coupe et tous les éléments intérieurs. Et Digli qui a fait les personnages sur la couverture et sur le radar avec les cartes de tarot. Mais les cartes de tarot ont été faites par Madame Bucciarelli. Et donc tout le monde a un accès à une Pinterest sur lequel en fait je mets énormément d'éléments qui m'ont inspiré, notamment les romans historiques quand il y a des objets en fait archéologiques ayant réellement existé, notamment le bateau, le trône, les choses comme ça. Oui, pour essayer de coller à la réalité. Ouais, totalement. Super. Voilà. Bah, pour terminer cette interview, je te propose de me donner un seul mot pour décrire Wicca et donner envie de le lire. La bienveillance. Bienveillance? Ouais, je pense que c'est le mot qui décrit le mieux ce roman. J'espère vraiment qu'une petite fille de 13 ans qui ferme ce livre en ressort avec moins de méchanceté envers elle-même que quand elle l'a lu. Ok. Voilà. Merci beaucoup Marie. Merci à toi, ça m'a fait trop plaisir. Pareil. Puis merci d'avoir sélectionné mon livre. Avec plaisir. Merci.